Bienvenue à toutes et à tous. Je m'appelle Barbara Clausen et je suis la vice-doyenne à la recherche et à la création par intérim à la Faculté des Arts. Et ça me ferait grand plaisir de vous accueillir ce soir pour la première table ronde de la série On parle d'art, intitulée L'innovation, la recherche et la créativité dans le contexte de la COVID-19. Cette série est organisée en partenariat avec le Bureau de diplômés et la Faculté des Arts. Et je profite de ce moment aussi de remercier Chloé Stovenel et Maë Osteros pour l'organisation. L'objectif de cette série de 4 tables rondes est de donner la parole à la relève artistique et de mettre en vedette nos diplômés de la Faculté des Arts, surtout nos diplômés récents de nos 7 départements et d'écoles. Et aussi, surtout, de garder le lien jusqu'aux prochaines collations de garde qui sont prévues pour mai 2021. Il y aura 3 tables rondes qui vont suivre celle de ce soir. La deuxième table ronde aura en janvier, intitulée Le 5e mur, l'art en direct entre action et diffusion. La troisième table ronde sera La politique du quotidien. Et quatrième table ronde, Les débuts de ma carrière en pleine pandémie du coronavirus, ça va être probablement en avril. Mais c'est ce soir où je vous souhaite bienvenue à cette première table ronde intitulée L'innovation, la recherche et la créativité dans le contexte de la COVID-19. C'est avec nos étudiants de l'école Art visuel médiatique, l'école de design, doctorat en histoire de l'art et le baccalauréat en département d'études littéraires. Et cette table ronde est modérée par mon cher collègue Vincent Bouchard-Valentin, qui est le vice-doyen aux études de la Faculté des Arts et il est lui-même un diplômé de la Faculté des Arts. Et avec ça, je passe la parole à Vincent et je me réjouis de vous voir en janvier pour la deuxième table ronde. Merci Barbara et bonjour à toutes et à tous. Merci de vous joindre à nous cet après-midi pour cette table ronde. Je vous présente immédiatement nos diplômés participants. Tout d'abord, Laila Zeli, qui est diplômée 2020 de la maîtrise en arts visuels et médiatiques. Annie Talbot, diplômée 2019 du baccalauréat en études littéraires, actuellement candidate à la maîtrise en études littéraires et bénéficiant d'une bourse d'études du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Pierre-Luc Lucier, diplômé 2020 de la maîtrise en design de l'environnement et actuellement candidat à la maîtrise en architecture de l'Université Laval. Bonjour Pierre-Luc. Juliane Latulippe, qui vient tout juste d'obtenir le grade de docteur en histoire de l'art. Bienvenue Juliane. Bienvenue à tous nos diplômés et merci d'avoir accepté de participer à cette table. Voici comment notre table ronde va se dérouler. Donc, elle est prévue pour une durée d'environ 45 minutes. Tout d'abord, nos diplômés vont partager leur expérience d'études ou d'insertion professionnelle en contexte de pandémie. Et durant cette période, vous avez accès à l'espace de clavardage pour poser vos questions. Et surtout, n'oubliez pas de mentionner à qui s'adresse votre question. Par la suite, nous prendrons quelques minutes pour relayer vos questions à nos diplômés. Tout d'abord, chers diplômés, j'aimerais que vous preniez chacune quelques instants pour vous présenter et décrire votre parcours et vos champs d'intérêt. Bon, j'imagine que je commence. Bonjour, je m'appelle Leila Zeli, je suis artiste visuelle, née à Téhéran en 81, qui vit à travers Montréal. J'ai fait mes études bac et maîtrise en art visuel et médiatique à l'UQAM. Aujourd'hui, je me sens vraiment honorée de participer à cette table ronde en tant que nouvelle diplômée. Merci pour l'invitation. Dans mon travail artistique, j'ai fait des installations numériques à partir d'images, vidéos et de textes trouvés sur Internet et les réseaux sociaux.
qui questionne notre rapport à l'autre, spécifiquement de cette zone géopolitique qu'on appelle le Moyen-Orient. J'ai été dirigée par la merveilleuse et brillante Anne-Marie Linax, historienne de l'art et professeure à l'École des arts visuels et médiatiques. Et j'ai eu l'honneur de présenter le fruit de ce travail recherche et création à la Galerie de l'UQAM dans une exposition intitulée Terrain de jeu en 2019. Où j'ai fait une installation vidéo-projection en recontextualisant des images médiatiques d'un camp de réfugiés syriens en Jordanie. Et si vous me permettez, je voudrais profiter de ce moment pour vous dire que sincèrement, l'UQAM a été ma deuxième maison et vraiment, je ne saurais jamais assez remercier toutes les personnes, professeurs, techniciens, amis, collègues qui ont vraiment rendu mon passage à l'UQAM une des plus belles expériences de ma vie, si ce n'est pas la plus belle expérience. Merci. Ben, en fait, moi, je peux peut-être poursuivre après Leila. Donc, moi, en fait, c'est ma première table ronde. Donc, comme Leila, je suis vraiment reconnaissante d'avoir été invitée à l'événement puis partager mon expérience. Donc, je vais brièvement vous résumer mon parcours. Donc, j'ai effectué un premier baccalauréat en sciences de la santé à l'Université de Montréal, donc que j'ai complété en 2016. Ensuite, je suis arrivée à l'UQAM donc, pour faire mon baccalauréat en études littéraires. Donc, j'ai été diplômée, comme Vincent le disait tout à l'heure, en 2019. Maintenant, je suis à la maîtrise en études littéraires à l'UQAM. Je suis dans la phase de rédaction de mon mémoire sous la direction du professeur Dominique Garand. Donc, je devrais terminer mon mémoire en mai 2021. Alors, dans le cadre de mon projet de recherche, moi, je m'intéresse aux frontières entre l'histoire et la littérature à travers l'analyse de l'éthos dans les métafictions historiographiques. Donc, j'aimerais poursuivre mes études puis mes recherches au doctorat, donc sur les fictions contemporaines du réel. Je suis également assistante de recherche au sein du CRILC, donc le CRILC qui est le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise. Je travaille pour un projet, en fait, co-dirigé par Robert Dion à l'UQAM et André Mercier à l'Université Laval à Québec. Donc, voilà pour moi. Alors, je vais laisser la place à mes autres collègues. Peut-être continuer. Je m'appelle Pierre-Luc. J'ai commencé mes études à l'UQAM en philosophie et ensuite j'ai continué au baccalauréat à l'école de design et que j'ai ensuite continué à la maîtrise à l'école de design en fond, j'ai fait un projet de recherche-création avec Céline Poisson. Puis c'était sur la technologie, la science et l'art, mais plus précisément sur l'exploration en maquette et puis son apport sur le projet de design. J'ai travaillé toutes des notions, surtout sur des notions d'hypothèse à travers un projet de cerf-volant en temps sécurité, puis j'explorais, j'analysais ces choses-là. Dans le fond, maintenant, je continue, je pense que Vincent l'a dit tantôt, je continue maintenant mes études à l'Université Laval, à l'école d'architecture, dans une approche sur l'architectonique. Et aussi, en ce moment, je suis dans une passe un peu sur le numérique, puis je trouve ça super intéressant parce que ça continue un peu mes intérêts sur la technologie, puis cette discussion table ronde-là rentre un peu dans ces intérêts-là. Je pense que c'est ça qui décrit un peu ma situation en ce moment. Bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation à participer à la table ronde. Donc, mon nom, c'est Juliane Latulippe. Je viens de terminer un doctorat en histoire de l'art. Ma soutenance a eu lieu le 5 février dernier, donc j'ai eu la chance de pouvoir vivre ma soutenance en personne juste avant le début de la pandémie. J'ai fait ma thèse sous la direction de Marie Fraser. Mes recherches doctorales portent sur la reconnaissance institutionnelle de la photographie amateur. Donc, dans ma thèse, j'ai retracé comment, depuis les années 70, la photographie amateur s'est déplacée de la sphère personnelle vers des collections privées,
vers des collections et expositions muséales, surtout autour des années 2000, vers des pratiques artistiques de recontextualisation d'images trouvées. Et aussi, j'ai regardé comment la photographie amateur apparaît dans différents discours critiques à partir des années 70. Depuis mon dépôt initial, en fait, en 2019, j'ai aussi commencé une pratique de commissariat d'exposition. J'ai fait une première exposition sur des cartes postales historiques qui se trouvaient dans une collection privée. Donc, ça poursuit mes recherches sur la photographie vernaculaire, mais cette fois-ci à partir d'objets. Puis en ce moment, je suis en train aussi de préparer une exposition en collaboration avec l'artiste Anne-Marie Proux. Je me prépare à enseigner mon premier cours à la session prochaine. Donc, voilà. Bien, merci à vous. Et vous pouvez constater donc que nous avons des diplômés ici qui présentent des parcours très diversifiés et aussi des champs d'études très différents les uns des autres. La pandémie de COVID-19 dans laquelle nous nous trouvons toujours a quand même frappé durement l'ensemble des secteurs d'activité du Québec à partir de la mi-mars dernier. Alors, nous aimerions connaître votre expérience, vous, quels ont été l'impact ou peut-être les impacts de cette pandémie sur vos études ou sur votre insertion professionnelle, parce que ça coïncide finalement avec la fin d'une des étapes de vos études. Alors, je vous demande, allez-y librement, spontanément, qui veut prendre la parole parmi vous? Je pourrais commencer. Pour être honnête, dans mon cas, la pandémie a eu un effet positif. Je dis ça en ayant évidemment une pensée sincère pour ceux et celles qui le vivent d'une façon difficile. En mars, juste avant la pandémie, je réfléchissais sur un projet collaboratif avec une artiste israélienne, Gali Bley, que j'ai connue au Symposium d'art contemporain de Baie-Saint-Paul en 2018. On avait la volonté de travailler ensemble en questionnant le rapport à l'autre dans un travail politique entre une artiste iranienne et une artiste israélienne. Mais notre intention n'était pas du tout précise. Alors, j'ai demandé l'avis, vu que j'étais encore étudiante, j'ai demandé l'avis d'un des grands professeurs de l'école, M. Michael Blum, qui connaît mon travail, mais qui aussi a une grande connaissance sur les questions politiques. Il m'a suggéré de profiter des 2 semaines de confinement. Au début, on pensait que ça allait finir dans 2 semaines, pour parler avec cet artiste à tous les jours. Il m'a dit, tu vas voir en 2 semaines combien vous allez avancer dans vos idées. Et moi, j'ai suivi sa suggestion. Et nous voici, après 9 mois de communication quotidienne, nous travaillons sur une animation de 15 minutes à distance pour laquelle on a reçu un grand appui de la part du Conseil des arts du Canada aussi. Et à part ça, j'ai eu aussi l'occasion d'exposer mon travail dans différentes expositions en ligne virtuelles. Mais aussi, j'ai fait plusieurs présentations publiques en ligne. Pour vous dire la vérité, j'ai parlé plus que j'ai jamais parlé de toute ma vie. Alors, tout ça, c'est sûr que c'est le fruit d'un travail passionné qui me tient à cœur. Je n'ai vraiment pas arrêté un seul jour après avoir fini ma maîtrise. Ce qui fait un peu partie de ma nature de persévérer, mais je pense surtout qu'en étant une des rares étudiantes qui venait d'ailleurs en art, j'ai un peu vécu cette... comment je peux dire, cette résilience en étant, voilà, si moi, par exemple, si les autres marchaient, moi, il fallait que je cours pour réduire un peu cette distance entre les autres et moi. Alors, ça crée
comme des, comment je pourrais dire, de positions dans lesquelles je me sentais vulnérable, mais j'ai vraiment profité de ça pour devenir un peu plus forte et ça m'a donné vraiment du courage. J'imagine que c'est ça qui m'a un peu préparée pour ce qu'on vit présentement. Mais aussi, dans ma pratique, dans mon travail artistique, je traite la résilience de ceux et celles qui vivent dans les situations difficiles. Alors, j'ai pas mal de bons exemples à suivre devant moi. Voilà. Merci, Laïla. Et j'invite toujours notre public à poser des questions dans l'espace de clavardage à nos diplômés. Et peut-être que vous avez peut-être si vous êtes étudiant présentement et vous aimeriez avoir des conseils sur des aspects particuliers de l'étude en temps de pandémie, ben, vous pouvez poser des questions dans l'espace de clavardage. Merci beaucoup, Laïla. Donc, un autre diplômé, un autre témoignage, s'il vous plaît. Moi, je peux peut-être poursuivre. Moi, en fait, c'est un petit peu différent ma situation étant donné que je suis encore aux études. Donc, que je poursuis mes projets de recherche. Donc, moi, j'aimerais parler en fait de deux impacts là, de la pandémie sur mes études et mes pratiques de recherche. Donc, en premier lieu, par rapport à mon emploi, donc d'assistante de recherche, c'est certain que moi, en fait, j'ai intégré une équipe de travail et de recherche à distance, comme plusieurs personnes aussi, j'imagine, dans la pandémie, ceux qui ont changé d'emploi, bref. Donc, c'est certain que c'est un peu plus compliqué, je pense, créer un esprit d'équipe quand chacun contribue au projet et travaille à distance de chez soi, étant donné que le CRIL, le centre de recherche en question, le lieu, c'est de partage, d'échange, de travail est fermé. Donc, les interactions avec les collègues, c'est un peu plus compliqué, c'est moins fréquent, en fait, dans mon cas. Pour ma part, par contre, je me suis quand même adaptée à la situation quand même. Je pense que bien que l'isolement, ça soit quand même un facteur important de la pandémie du confinement, il y a aussi, je pense, des avantages à ne pas avoir à se déplacer. Ça peut être un peu anodin, mais c'est quand même, ça représente plus de temps de lecture, plus de temps de recherche, de cogitation par soi-même, moins de distractions. Donc, le confinement m'aura aussi permis de me consacrer vraiment corps et âme à tous mes projets de recherche. Donc, ça, c'est comme le premier impact de la pandémie dont je voulais discuter. Le second, je pense que la pandémie a vraiment eu un impact sur le rapport aux documents. L'aspect dont je vais vous parler, peut-être que ça m'affecte beaucoup parce que j'étudie en études littéraires et donc le rapport aux livres puis aux documents est comme vraiment important pour moi. Mais comme vous le savez, probablement, dans les bibliothèques universitaires comme celle de l'UQAM ou la BANQ, l'accès aux rayons est vraiment restreint pour respecter les mesures sanitaires qui ont été mises en place. Et donc, pour louer des documents, des ouvrages, il faut savoir vraiment ce qu'on cherche, ce dont on a besoin. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus sous-estimer la richesse du flânage dans les rayons d'une bibliothèque. Là. Je pense que c'est une belle manière, en fait, de trouver vraiment des mines d'or. Par exemple, on se présente en bibliothèque, on cherche un ouvrage X, peu importe. Finalement, on le feuillette, puis on se rend compte que c'est pas vraiment ce dont on a besoin. Puis après, grâce au travail des bibliothécaires qui a été fait en amont pour classer, puis bien organiser les rayons, on se promène dans les allées, puis finalement, c'est l'ouvrage d'à côté qui va être l'ancrage au centre de notre projet de recherche, alors que de prime abord, on ne l'avait pas considéré parce que ça ne semblait pas pertinent. T'sais. Donc, au final, je compatis vraiment avec celles et ceux qui vont débuter des études supérieures, qui sont encore en quête d'un sujet, qui sont en train de bâtir leur appareillage méthodologique, théorique, parce que, en fait, pour moi, cette étape-là, de me promener dans les rayons d'une bibliothèque universitaire, étant donné que ce n'est pas tous les documents qui sont numérisés, pour moi, ça a vraiment été une étape quand même heuristique, c'est-à-dire propice à la découverte là, dans le processus. Donc, toutes mes pensées vont vers ceux qui entament ou poursuivent des études dans ce contexte-là qui n'est pas évident. Là. Donc,
c'est tout pour moi. Je vais laisser ma place à un autre de mes collègues. D'accord. Disons, on a une question du public. Donc, y a-t-il des ouvrages qui traitent de résilience que vous pourriez nous conseiller? Oh mon Dieu! C'est une excellente question. Il aurait fallu que je me prépare pour ça. De résilience, spécifiquement par rapport aux études supérieures et à la recherche dans un contexte d'isolement. Moi, j'en ai pas vu. Je vais vous avouer aussi que ça doit exister. Là. Moi, je suis tellement dans mon projet, puis j'ai tellement mon échéance de mémoire que je vais vous avouer que j'ai pas le temps de lire autre chose que ce qu'il faut précisément que je lise pour ma recherche. Mais je ferai des recherches, puis peut-être que par le biais de Vincent ou d'autres personnes affiliées à la table ronde, je pourrais vous en faire parvenir. C'est une excellente question, puis je dois avouer que j'ai pas une bonne réponse là, à vous Des offrir. suggestions spontanément. Mais oui, mon Dieu. OK. Ouais. Merci beaucoup, Annie. Un autre de nos diplômés qui voudrait prendre la parole? Je vais suivre l'ordre des présentations de tout à l'heure et je vais embarquer. Pour ma part, cette situation particulière de la COVID, c'est un peu drôle comment je suis un peu, pas au-dessus de tout ça d'une certaine façon, mais vu que moi, je continue les études dans un cycle supérieur, je sais c'est quoi aussi avoir un premier cycle, puis d'avoir un deuxième cycle, puis de commencer cette relation-là, puis je trouve ça... j'essaie de compatir aussi d'une certaine façon avec les gens qui commencent leurs études de la même façon qu'Annie dit. Je trouve ça très difficile des fois d'entrer en contact avec les gens puis de se retrouver avec une équipe d'une certaine façon avec les gens de maîtrise. Je pense qu'on est tous sujets à l'isolement en maîtrise en général. Donc, je compatis beaucoup. Moi, dans ma situation, je suis comme un peu chanceux parce que j'ai déjà vécu cette chose-là. Puis là, maintenant, je suis organisé. Je peux faire cette deuxième maîtrise professionnelle avec un peu plus d'outils. Je me considère extrêmement chanceux là-dessus. Et ça, c'est d'une part. Puis je suis aussi très chanceux parce que dans mon domaine d'études, l'ordinateur est un peu rendu un élément tellement important que on est rendu quasiment fusionnel avec cet outil-là. Fait que c'est comme si notre travail qu'on fait à l'atelier, à l'habitude, qui se fait en équipe, est quand même très lié à l'ordinateur. Pour moi, ça a été comme une espèce de passage vers l'achat d'un ordinateur hyper puissant qui m'a permis de comme, tomber dans l'ère du numérique. J'étais super content avec ça. Mais la culture de design et d'architecture est vraiment particulière parce qu'on est souvent amené dans des ateliers à être très, très productif sur un court laps de temps. C'est un peu comme si le monde arrêtait de tourner autour de nous, puis on donne corps et âme à un projet. Donc, dans cette mesure-là, pour moi, de faire cette session-là à distance dans un cadre de production, c'était quand même quelque chose qui se blendait bien avec cette attitude-là de travail productif. Mais quand même, la difficulté, c'est qu'en design, en architecture, on travaille en équipe. Je pense que ça, c'est un gros point où la technologie devient hyper présente, hyper importante. Comment on communique des idées, comment on les communique par Zoom. Je pense que tout le monde maintenant est rendu un pro de Zoom de la même façon qu'on utilise à tous les jours. Mais moi, j'ai été assez chanceux parce que je me suis retrouvé dans un environnement où j'ai été amené à travailler en équipe avec une personne qui était tout près de chez nous, dans le quartier à côté. Et on s'est fait une bulle de travail et on se voyait juste nous deux. Et on travaillait sans cesse, si je peux dire. Mais ça a été vraiment une façon de me sortir et de passer à travers cette période-là parce que de faire cette bulle-là isolée comme avec nos quarantaines respectives faisait en sorte qu'on pouvait vraiment se concentrer puis arriver à un niveau peut-être de détail sur certains projets qu'on n'avait pas, qu'on sous-estimait en fait. Puis peut-être à cette mesure-là, je vais juste montrer un peu où est-ce que ce que je voulais faire. Excusez-moi, j'ai fait un partage d'écran rapide, mais on s'est monté un studio photo numériquement pour tester des effets, tester des qualités architecturales complètement dans la simulation. Puis je crois que c'était intéressant parce que vu qu'on ne pouvait pas faire de maquette, on s'est vraiment dit comment on peut faire une maquette 3D, tester des univers matériels où même la maquette blanche en carton ne peut pas vraiment nous amener.
là, on pouvait mettre des textures, on pouvait mettre énormément de temps à cette réalisation-là spatiale. Puis c'est comme si on s'est un peu laissé aller à fond là-dedans. On s'est dit, même si on voulait essayer de simuler une construction, une fabrication, comment on était capable de simuler le rapport à un textile. Fait que pour moi, ça a été une façon d'aborder un peu le manque de la maquette et de le simuler complètement dans un univers numérique. Fait que c'était juste pour vous montrer un peu des exemples de qu'est-ce qu'on peut faire avec le numérique. C'est pas extravagant, mais d'une certaine façon, je trouve ça intéressant de voir comment on a réussi à pallier un peu cette situation-là. Je regarde mes notes en même temps. Puis aussi, je pense que le travail graphique de cette représentation-là de la maquette est rendu super importante pour la communication des idées. Puis nous, la façon qu'on fonctionnait, c'était par une communication d'images, une séquence d'images qui se succédait, qui permettait de raconter une histoire. Puis je pense que ça a été vraiment quelque chose qui a forgé une notion de communication. Je pense que ça, c'est non négligeable, en fait. Puis j'essaie de tirer profit de ces choses-là comme un apprentissage là, dans le futur. Je crois que cette façon-là qu'on a de travailler risque de ne pas s'en aller tout de suite. Donc, c'est peut-être un peu ça, la façon que j'ai abordé la COVID de mon côté. Mais pour contrer l'isolement, j'ai vu la question dans le chat, puis juste pour répondre, parce que j'ai la parole en ce moment, mais je pense que c'est extrêmement difficile, puis même, il n'y a pas de meilleure réponse à ça. Mais moi, pour ma part, ça a été vraiment de donner une routine de travail et de faire du sport. Je pense que faire le sport, d'aller courir, c'est vraiment cliché, là, je le dis, puis tout le monde doit le savoir, mais c'est vraiment quelque chose qui permet de comme, sortir de chez soi, puis de vraiment comme, se brasser un peu l'énergie, un peu, je ne sais pas comment le dire, là, mais de penser à autre chose pour revenir, parce que dans la production, on est tellement mis devant notre ordinateur tout le temps que c'est dur de juste faire de couper un peu pas les couper les pompes, mais juste de mettre le cerveau à off des fois. C'est un peu ça. Je passerai maintenant à Juliane la parole. Merci, Pierre-Luc. Donc, Juliane. Oui, ben en fait, moi, je m'aperçois que la pandémie a eu des impacts assez déterminants sur la suite de mon parcours. Moi, suite à la soutenance de ma thèse, je commençais à voir, bon, c'était un moment très, très effervescent, la soutenance, puis j'avais soudainement plein d'idées de projets de postdoc et j'étais bien surprise de constater que soudainement, j'avais envie de poursuivre dans un postdoc. Mais au début, j'envisageais préparer des demandes de subventions pour ce type de projet-là pendant mon congé de maternité parce que j'ai donné naissance à mon deuxième enfant au début du mois d'avril. Puis là, finalement, avec la pandémie qui s'est installée, je me demandais si c'était le bon moment pour essayer d'entamer un postdoc avec toutes les limitations, avec la circulation, l'incertitude par rapport au fait que, surtout au printemps, on ne savait pas exactement combien de temps ça allait durer, tout ça. Donc, j'ai décidé de reporter ce projet-là à plus tard. Et puis, à peu près au même moment, j'ai appris qu'il y avait une charge de cours qui se libérait à l'Université de Sherbrooke. Moi, j'habite à Magog maintenant, donc c'est tout près, c'était idéal. Puis, c'est drôle parce que j'ai appris par la suite que la charge de cours, c'était libéré à cause de la pandémie, en fait, parce que la personne qui donnait le cours à l'heure actuelle habituellement dirige aussi une galerie. Puis elle sentait qu'elle avait déjà beaucoup de pain sur la planche là, avec la gestion d'un lieu d'exposition, essayer de revoir est-ce qu'il faut reporter la programmation et tout. Puis là, elle se disait, je ne vais pas en plus adapter le contenu de mon cours à un enseignement virtuel. Donc, finalement, la pandémie a créé mon opportunité d'emploi, alors que quand j'étais dans mon congé de maternité, je me disais « Ah mon Dieu, là, je me retrouve à vouloir m'insérer sur le marché du travail alors que les lieux culturels sont fermés. Qu'est-ce qu'il y a devant moi? L'histoire de l'art, c'est pas tout à fait un service essentiel. Là, donc, je trouvais ça un peu insécurisant. Puis finalement, c'est ça qui me donne mon opportunité de me lancer dans l'enseignement. Donc, je me suis lancée là-dedans
tout l'automne. Je découvre à quel point l'enseignement, en fait, c'est de la recherche. Puis, j'adore la recherche. J'étais plutôt portée vers ça que vers l'enseignement, mais là, j'y prends vraiment plaisir. Puis, c'est très stimulant, très rafraîchissant après avoir fait des longues études sur un projet très spécialisé de soudainement retomber avec une approche plus généraliste. Puis, par rapport à ça, encore une fois, la pandémie, je trouve que ça donne des belles opportunités pour toute la multiplication de tables rondes, de conférences, de congrès, de colloques auxquels on a accès en ligne sans avoir à se déplacer. Je trouve que moi, ça m'aide beaucoup dans la préparation de mon enseignement. En tout cas, ça m'allume à plein d'enjeux avec lesquels je n'aurais pas nécessairement été en contact. Puis je trouve que ça aide aussi à briser l'isolement, ce type d'événement-là, même si on ne prend pas nécessairement la parole, on voit des gens, on les entend parler de leur recherche, de ce qui les anime. Puis, je peux passer 4 midis par semaine à écouter des conférences différentes. Donc, ça se trouve être quand même assez... c'est très stimulant, en fait. C'est sûr qu'il y a des aspects insécurisants et des aspects négatifs à la pandémie, mais c'est très dynamique en même temps, tout ce qui s'est mis en place. Et ce qui est particulier dans votre cas, c'est que vous allez donner un cours en ligne, mais sans avoir vécu l'enseignement, l'apprentissage en ligne. Oui, ça, je dois dire que c'est quand même un double défi là, pour quiconque a déjà monté son premier cours. C'est quand même vraiment beaucoup de travail là, quand on est au bac ou dans les séminaires. On a l'impression qu'un plan de cours, ça va de soi, puis tout coule, tout est fluide, mais c'est vraiment beaucoup de travail. Penser un calendrier, penser des évaluations, coordonner des invités. Donc, déjà, ça, c'est quand même un bon défi, mais là, d'avoir à ajouter à ça la connaissance de toutes sortes de plateformes en ligne pour l'enseignement, je me rends compte que c'est pas la même chose participer à un Zoom ou animer un cours sur Teams où on doit s'assurer que tout soit fluide, les échanges, les partages de documents, envoyer des sondages. C'est beaucoup d'apprentissage là, quand même d'un coup. Puis c'est ça, puisque moi, je ne l'ai jamais vécu, l'enseignement virtuel, mais d'avoir suivi un cours en mode virtuel non plus, je n'ai pas de référent. C'est pas comme... J'ai déjà eu des expériences d'enseignement devant des classes. Je suis capable de me visualiser en train de faire cette action-là, mais là, c'est autre chose aussi dans mon salon d'essayer de transmettre ma passion par rapport à l'histoire de l'art. Donc, j'ai bien hâte de voir ça dans quelques semaines maintenant. Bien. Alors, j'aimerais peut-être vous entendre sur la question de Camille Bégin. En fait, Pierre-Luc a répondu en partie. Là. La question, c'est quelles sont vos méthodes, outils pour garder votre esprit stimulé en temps de pandémie, alors que nous sommes plus propices à l'isolement, le manque de motivation? Comment vous avez géré ça au quotidien, si on veut, cet isolement? Moi, vraiment, j'ai l'impression de travailler sans cesse avant la pandémie. Sortir de la maison et, par exemple, prendre le métro, créer une pause entre différentes activités, projets, recherche, travail. Mais là, cette pause n'y est plus. Alors, je suis tout le temps active. Ça demande vraiment une discipline pour ne pas vivre le chaos et surtout l'épuisement. En même temps, c'est ça qui me garde vraiment motivée et vivante. Et aussi, le fait que j'ai un travail numérique, ça facilite vraiment cet aspect d'exposer ou de montrer le travail, mais aussi peut-être le fait que mon sujet du travail est sur la proximité et la distance émotionnelle et physique entre les gens. Je pense que le fait qu'on le vit
d'une manière, tout le monde le vit d'une manière globale, a une signification particulière présentement, ce sujet. Oui, c'est pourquoi je pense que c'est devenu comme un sujet plus accessible qui nous touche de près. Mais une autre chose qui a changé dans mon cas, c'est que je suis maintenant en contact vraiment direct avec les communautés et les gens sur lesquels je travaille. Par exemple, présentement, j'expose à la galerie de l'UQAM. C'est un travail intitulé « Pourquoi devrais-je m'arrêter ?» ce qui concerne les femmes iraniennes qui font le sport antique national de ce pays traditionnel qui avait été traditionnellement réservé aux hommes. Et ces femmes-là partagent leurs vidéos sur les réseaux sociaux. Et vu que moi, je suis tout le temps devant mon ordinateur, je suis un peu comme en même temps connectée à elles. C'est comme si vraiment la pandémie a créé une belle connexion entre moi ici et elle là-bas. C'est très drôle cette notion de distance. Moi, je pense qu'on pense qu'on vit une distanciation, la distance, mais en même temps, ça n'a jamais été aussi, on n'a jamais été aussi proches l'un l'autre. On n'a jamais été dans la comment je veux dire, intimité de l'autre. C'est comme, oui, je suis dans votre salon, ou dans la cuisine, même dans la chambre à coucher de l'autre. C'est comme, ça crée comme un beau paradoxe. Voilà. Merci, Laïla. Toujours sur la question de Mme Bégin, sur vos méthodes là, pour garder votre esprit stimulé, est-ce que vous avez d'autres éléments à ajouter? Ben moi, je pourrais peut-être rebondir un peu sur ce qui a été dit. J'ai vu aussi qu'il y avait eu comme une question similaire là, qui est venue aussi dans le chat par rapport plus précisément au projet, justement. Là, comment mener... Sur le plan des stratégies, hein, la question. Comment mener ces projets à bout, à terme. Je vais vous avouer, c'est pas évident. Puis honnêtement, je pense pas qu'il y ait une réponse qui soit adéquate pour tout le monde, puis qui fonctionnerait pour tout le monde. Moi, je suis encore à la recherche de cette réponse, en fait, parce que, ben, étant donné aussi que mon travail rémunéré, c'est de faire de la recherche, puis que, ben, le reste du temps, je dois faire ma propre recherche. Donc, c'est effectivement un peu comme Laila le disait, j'ai l'impression de travailler 24/7, toujours réfléchir à ça, il n'y a pas de pause. Puis, en fait, peut-être, moi, ce qui m'aide, c'est quand ça va bien, en fait. Quand ma rédaction va bien, là, j'ai l'impression d'avancer parce que je pense que aussi, le confinement, c'est comme un surplace aussi. Des fois, on n'a pas l'impression d'avancer. Puis moi, j'ai dû, avec mon directeur, trouver des astuces. Mais on s'est donné des échéances. Moi, je lui ai demandé de me donner des échéances parce que déjà, dans la rédaction en tant que telle, il faut se discipliner soi-même puis se trouver comme une hygiène de travail qui est adéquate. Puis en fait, je pense que c'est de l'essai-erreur aussi. Puis je pense aussi de la bienveillance envers soi, accepter que chaque jour ne sera pas l'ultime journée et la percée du nuage. Je pense qu'il faut aussi être bienveillant envers soi-même puis accepter qu'il y a des cycles puis des hauts et bas. Puis je pense que ça fait partie de la réflexion puis de cogiter, faire un projet à la base. C'est pas toujours un fleuve tranquille. C'est des vagues, je pense. En fait, pour moi, Oui, vous étiez en rédaction, donc les communications avec votre direction de recherche, est-ce qu'à ce moment-là, il y a des transformations dans les manières de communiquer? Ben, c'est certain que, bon, il y a moins de possibilités d'interagir, autant avec ses mentors qu'avec ses collègues. Donc là, c'est certain aussi que, ben, ça dépend de ta méthode de travail. Certaines personnes ont besoin de plus d'encadrement dans leur cheminement. D'autres personnes sont bien par eux-mêmes. Moi, par exemple, je me débrouille assez bien seule.
je sollicite un peu moins peut-être mon directeur, mais en même temps, c'est super enrichissant aussi de discuter avec d'autres personnes de ton projet parce que quand tu es tout seul dans ta bulle, c'est important, je pense, d'aller faire éprouver tes idées auprès d'autres personnes, puis aller voir ailleurs. Je pense que si c'est pas ton directeur peut t'offrir ça, moi, mon directeur il est super disponible. J'ai une très bonne relation avec lui, il est disponible. Si j'ai des questions, c'est des rencontres Zoom, ça peut être des appels, mais je pense aussi peut-être des amis ou des proches peuvent aussi te fournir ce miroir-là avec qui tu peux discuter de tes projets, puis qui vont te faire des reflets et des retours qui vont aussi t'aider à cogiter davantage. Ouais. Et oui, peut-être Juliane qui voulait intervenir. Ouais, mais je voulais rebondir sur ce que tu disais, Annie, quand tu disais que des fois, tu avais l'impression de travailler 24/7, puis qu'il n'y avait pas de fin. Puis moi, j'étais comme ça à la maîtrise, surtout, puis au début du doctorat. Puis c'est pas un conseil formel que je vous fais à tous, mais à partir du moment où j'ai eu des enfants, ça a tellement structuré mon temps, puis de justement avoir un temps qui était très délimité pour travailler, finalement. À 5 heures, il fallait que j'aille chercher mon garçon à la garderie. Je pouvais pas... Avant, je pouvais me dire, je vais souper, je vais recommencer à travailler vers 22 heures, quelque chose comme ça. Puis là, c'était une roue qui tourne. J'étais jamais en train de m'arrêter. Je n'arrêtais pas vraiment la fin de semaine. Les congés fériés, c'était pas quelque chose qui existait. Mais à partir du moment où j'ai eu un horaire plus structuré, en fait, je pense que je suis devenue vraiment plus productive. Je mettais moins d'heures par semaine, mais c'était des heures qui étaient beaucoup plus efficaces. Puis aussi se donner des échéanciers, comme tu disais, parler avec nos directeurs, directrices de recherche. Moi, j'ai eu la très grande chance d'avoir une directrice qui était très disponible. Puis pendant la rédaction de ma thèse, pas pendant les premières années, mais quand j'étais vraiment dans la rédaction, on se voyait à tous les mois. Puis ça, c'était venu après une période où je me rendais compte que j'attendais toujours avant de lui envoyer un document parce que je me disais, mais c'est pas assez bien travaillé, c'est pas assez peaufiné, c'est pas tout à fait ça. Mais de m'enlever cette pression-là, puis qu'on se rencontre à tous les mois, finalement, ça faisait que ça devenait juste une opportunité de discussion autour de nœuds peut-être que je pouvais avoir, puis j'attendais pas de les surmonter par moi-même, mais que finalement, c'était vraiment des échanges qui ont été tellement enrichissants, puis elle comprenait mieux mon projet aussi. Même quand il n'était pas tout à fait peaufiné, quand il n'était pas tout à fait bien formulé, puis finalement, pendant la rencontre, je lui en parlais comme ça. C'est aussi comme ça qu'on peut contrer l'isolement. Finalement, c'est une relation privilégiée qu'on a avec nos directions de recherche. Puis, mais je suis tout à fait d'accord avec cette toi. disponibilité-là, il faut vraiment en profiter, il ne faut pas hésiter. Ah oui, tout à fait. Puis je pense, en fait, pour rebondir sur le fait que tu rebondissais après, mais je voulais juste dire rapidement aussi, je pense que ce qui est différent, ce qui a été en fait différent pour moi dans la rédaction d'un mémoire, c'est que c'est tellement un projet de longue haleine que je pense que c'est facile aussi d'être impressionné par la quantité de travail à faire. Puis en fait, c'est qu'on lit tellement de choses, puis après, se retrouver dans tout ça. C'est nouveau. C'est pas impossible, évidemment, mais c'est nouveau. Donc, ça demande, je pense, un temps d'adaptation. Puis, sûrement que pour certaines personnes, s'adapter à cette nouvelle étape-là en même temps que de s'adapter à la pandémie, en même temps que de s'adapter à plein d'autres choses, ça peut être comme un enjeu de plus. Mais pour contrer ça, peut-être fractionner son projet, puis de le voir comme, plutôt que de voir mémoire comme un livre à écrire, 4 petits chapitres. Je pense que quand on le fractionne comme ça, puis après tu t'envoies tes documents à ton directeur, puis quand tu as des super belles rétroactions, ça t'encourage à continuer. Puis après, la montagne, à un moment donné, tu es à mi-chemin. Puis à un moment donné, tu vas te rendre au sommet. Donc, je pense que oui, je suis d'accord avec toi. Puis, Vous nous donnez beaucoup de bons conseils. Hein? D'abord, pas trop travailler, faire attention parce que c'est vrai que la pandémie nous force, nous incite à beaucoup, beaucoup travailler. On dirait qu'on n'a plus de pause, que le temps, le temps n'est plus fragmenté. En fait, on a des journées complètes de travail sans arrêt. Donc, aller faire du sport, se garder des pauses de travail, mais d'autres pauses peut-être pour garder un équilibre, faire d'autres choses, ça aérer l'esprit.
Moi, je trouve que vous êtes des étudiants ou des finissants, des diplômés qui avaient su saisir les opportunités de la pandémie finalement pour continuer à évoluer et à faire progresser vos projets. Vous avez fait preuve de créativité, vous vous êtes adapté. Et j'aimerais savoir si vous avez d'autres conseils peut-être à donner à des étudiants. Vous avez montré beaucoup de compassion pour ceux qui commençaient des études universitaires en contexte de pandémie. Et parce qu'on entend beaucoup parler de santé mentale, de détresse auprès des étudiants. Vous ne semblez pas en avoir souffert particulièrement. Je ne sais pas si vous avez vécu des moments très difficiles ou comment vous vous êtes adapté. Quels conseils vous donneriez à quelqu'un qui débute en contexte de pandémie? Ben, moi, je vais peut-être t'embarquer là-dessus, mais c'est sûr certain que je n'ai pas le goût de saisir ce moment-là pour parler de mes problèmes de santé mentale. Mais je crois que l'isolement, c'est quelque chose d'extrêmement difficile on le voyait, qu'on le voit à travers toutes toutes les personnes, même si on est entouré, on est en famille, on peut se sentir seul, même chez soi. Tu sais. Puis, en fait, si j'ai un autre conseil peut-être à dire, ça serait que je pense que beaucoup de gens se retrouvent dans une situation similaire et des fois ne s'en parlent pas. C'est peut-être niaiseux de dire qu'il faut déconstruire la gêne, mais des fois d'aller chercher vers des gens qui sont dans la même situation, de dire hey, juste moi, avouer qu'on a des faiblesses, des fois, ça fait que les autres sont ah, ben, comme moi aussi, tu sais, hier, j'étais fatigué puis j'ai plus écouté Netflix qu'autre chose, tu sais. Mais je pense que de communiquer ces choses-là, je pense que c'est vraiment fondamental à un échange puis à s'entendre. Des fois, on se met beaucoup de pression par rapport à nos objectifs, puis on se dit on va faire cette chose-là, puis on arrive au bout de la journée, puis on n'a pas réussi, puis on se dit ah non, mais vraiment, je me sens mal de ne pas avoir atteint cette chose-là. Finalement, on se rend compte tous qu'on est humain puis que c'est correct. Je pense qu'on a une espèce de vent de compassion qu'on peut voir aussi à travers toute forme de médias qui nous disent c'est correct de ne pas être si performant que ça. Je pense que c'est correct de prendre un break puis de prendre une pause puis de vraiment avouer qu'on a des moments de faiblesse, si je peux dire. Même je ne veux pas les appeler des moments de faiblesse, mais juste des besoins, en fait. Moi, j'ai mon collègue avec qui je fais justement la bulle en équipe pour mes travaux de session. Je pense que c'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien ses limites. Ça m'a vraiment appris à rendre compte que moi aussi, j'ai mes limites. Puis des fois, juste de voir quelqu'un qui dit « Ah, moi, je suis plus capable », puis là, de dire « Ah, mais peut-être aussi que moi aussi, je suis plus capable, mais je me l'avoue pas, en fait. » Je pense que ça, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est un cheminement difficile, je crois. Là, mais puis il y a aussi il y a comme une espèce de théorie de la productivité qu'on n'arrête pas de parler de notre côté. Puis je ne sais pas si c'est vrai, si c'est fondé ou quoi que ce soit, mais comme si après 80% de productivité, le dernier 20% ne vaut pas tant la peine. On en parle tout le temps comme une blague, puis finalement, ce 80%-là est c'est un peu flou, c'est pas une science exacte. Mais c'est juste aussi d'avouer qu'il y a un moment où on est en forme, on est réveillé pour travailler, puis il faut savoir quand ce moment termine là. Je pense que ça, c'est propre à chacun. Là. Et donc, d'être attentif aux signaux que notre esprit ou notre corps nous envoie et la communication. Donc, en parler avec d'autres étudiants qui possiblement sont dans la même situation que vous. Donc, bon conseil. D'autres conseils que vous aimeriez donner à des étudiants qui sont actuellement là, dans le feu de l'action de l'étude? Oui, moi, en fait, au début de mon parcours de doctorat, j'ai eu la chance d'être financée par des bourses du CRSH. Et puis, j'en ai profité pour me dire, je vais me concentrer juste sur ma recherche. Je vais pas prendre de contrat pour pas détourner mon attention, tout ça. C'était pas une bonne idée. Vraiment, ça, c'est un conseil que j'aimerais donner. C'est une bonne idée d'accepter des opportunités qui nous sont offertes, de participer à des groupes de recherche, de travailler pour des profs, de travailler à l'extérieur de l'université aussi. Ça nous nourrit beaucoup, ça nous amène des nouvelles idées. Les années que j'ai passées toute seule devant mon ordinateur à vouloir rentabiliser mon temps, j'ai vraiment pas avancé autant que ce qui s'est passé dans les années qui ont suivi où
ben, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, j'avais un peu moins de temps, mais c'était du temps qui était mieux investi parce que j'avais été stimulée au contact de d'autres personnes, au contact de nouvelles idées. Puis aussi, ces opportunités-là qu'on se fait présenter dans notre parcours, on ne sait jamais vers quel genre de porte ça va nous ouvrir pour la suite. Moi, c'est grâce à des contrats de recherche que j'ai fait avec ma directrice que finalement, j'ai développé cet intérêt pour le commissariat. Puis, je m'enlignais vraiment là, dans une lignée recherche seulement, travail académique, intellectuel. Puis finalement, de m'ouvrir la possibilité de travailler avec des artistes, de travailler d'une autre manière, de travailler avec des objets, ben, c'est vers ça que j'ai envie de m'en aller dans les prochaines années. Donc, Ouais, pour découvrir d'autres ouais. des champs d'intérêt que vous ne soupçonniez peut-être pas au départ. Donc, ça, c'est vrai que ces expériences-là sont très enrichissantes et peuvent changer le cours, hein, notre parcours et ce qui va advenir de nous plus tard. Ouais. D'autres conseils pour nos étudiantes et nos étudiants? Bien, écoutez, on a dépassé un petit peu le temps qui était accordé pour la table ronde. On arrive au terme. Donc, je vous remercie vraiment chaleureusement pour moi, mais pour les personnes qui nous ont écoutés. Ça a été des commentaires très, très enrichissants et très rassurants et stimulants, je dirais. Donc, très positifs. Donc, dans l'adversité, donc s'adapter et saisir les opportunités pour continuer d'avancer. Donc, je vous remercie infiniment, Pierre-Luc, Annie, Laïla et Juliane. Et merci également au public d'avoir été présent. Je vous invite à rester à l'affût de nos prochaines communications pour connaître la date les dates des autres tables rondes. Et donc, comme mot de la fin, bien, je vous souhaite de très belles et de très joyeuses fêtes.